Bonjour tout le monde et bienvenue à ce panel qui, je l'espère, va être fort intéressant. J'espère qu'il va y avoir des débats animés et une discussion franche. Donc, on part ça. Donc, on connaît tous les entreprises que vous représentez, mais comme il se doit, en tout bon début de panel, là, on va commencer par faire un petit tour de table. J'aimerais ça que vous commenciez par vous présenter. Votre rôle au sein de votre organisation et surtout, quels sont les problèmes intéressants d'affaires et technologiques que vous tentez de résoudre là, présentement, ce que vous avez dans votre assiette. Donc, Salim, est-ce qu'on commence avec toi? Oh, Une, deux, une, deux. oui, ça fonctionne. C'est bon. Merci, mon cher Stéphane, j'allais dire. Salim Daman, conseiller principal identité numérique chez Desjardins. Une dizaine d'années dans les services financiers. Principalement tourné vers tout ce qui est littératie financière. Donc, comment redonner un peu le pouvoir aux consommateurs, surtout dans un monde où en transformation et en plein changement. Donc, nous, ce qu'on travaille dans mon équipe, dans les escouades que je dirige, la grande transformation numérique principalement chez Desjardins, mais c'est comment on est capable, dans cette transformation-là, de pas nécessairement prendre ce qu'on fait d'une façon physique et le mettre dans le monde numérique, mais comment on est capable de remettre le client, le consommateur, le membre chez Desjardins au centre de ces changements-là. Donc ça, c'est des questions de fond qu'on se pose à chaque jour. Je travaille sur l'identité numérique, sur l'open banking, des éléments qui veulent redonner le contrôle au consommateur. Donc comment on est capable, dans un monde en transformation, faire en sorte que les intérêts, oui, de l'organisation privée sont tenus en compte, mais surtout comment on fait évoluer les clients à travers ça dans leur compréhension des produits, des services qu'on veut leur offrir. Donc, littératie financière, remettre le terme empowerment du consommateur. Donc, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez Desjardins, puis qui me motive, moi, de mon côté. Merci beaucoup, Salim. Julien, et toi? Merci. Julien Cousineau, je suis CTO et non PDG, mais merci pour la promotion. De Flinks. Flinks est un agrégateur financier leader au Canada et on a des grands partenariats avec des institutions financières, avec la majorité des fintechs canadiennes. Je dirais que mon grand défi en ce moment, c'est beaucoup essayer de trouver une façon d'adapter le langage à toutes les parties prenantes de l'écosystème Open Banking. Ça fait 7 ans qu'on est là-dedans et on a vu le progrès passer à plusieurs vitesses durant ces 7 dernières années-là. Puis des fois, je compare ça un petit peu à aller dans l'espace. Là. Tu sais, la première mission Apollo, la navette qui a été sur Mars, je pense pas qu'on la regarderait aujourd'hui et on serait un petit peu gêné de la voir. Mais l'open banking, c'est un peu une même analogie. À chaque année qui passe, il y a des nouvelles façons de faire. On veut toujours être le premier à les intégrer, puis à suivre le courant. Puis c'est vraiment un créneau où est-ce que justement nos équipes doivent être tout le temps à l'affût de comment pas non plus avoir peur d'oser d'aller sur Mars, même si tu as une navette Apollo, mais en même temps aussi de comprendre les contraintes de chacune partie prenante. Merci, Julien. Natacha? Bonjour tout le monde. Moi, c'est Natacha Boudria. Je suis lead d'affaires du Centre d'expertise Open Banking à la Banque nationale. Dans mon quotidien, je m'investis à développer des solutions numériques qui facilitent la vie des gens et des entrepreneurs. Évidemment, au cours des dernières années, avec une focale où je me suis concentrée à dégager de la valeur de l'open banking et à travailler à faire comprendre à notre organisation, la Banque nationale, ainsi que divers clients, et à travailler en collaboration avec l'industrie pour promouvoir le droit au partage de données. Je dirais la focale principale, c'est d'assurer la portabilité des données des consommateurs et de leur redonner le pouvoir de leurs données. Merci beaucoup. On va donc sauter dans le vif du sujet en abordant une première thématique qui est bien entendu celui de l'open banking.
L'open banking, c'est un sujet très intéressant, surtout lorsqu'on le regarde à travers la lentille canadienne. L'open banking, c'est un phénomène qui est aujourd'hui encadré, voire réglementé dans une soixantaine de pays dans le monde. Le Canada ne fait pas partie de cette soixantaine de pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, si on va à la rue, on sort du Palais des Congrès, on va à la rue, puis on demande à n'importe qui sur le trottoir, savez-vous ce qu'est l'open banking? À peu près 10 à 15 personnes des gens vont dire « Ah, peut-être ça me dit vaguement quelque chose ». Sauf qu'en contrepartie, environ 2 tiers des Canadiens gèrent leur vie financière en faisant appel à des services qui sont de l'ordre, qui tombent sous le parapluie de l'open banking. Donc, j'aimerais ouvrir la discussion auprès du panel, à savoir, premièrement, quelle définition vous faites de l'open banking et pourquoi c'est un sujet si important pour le consommateur canadien, pour les entreprises et pour les institutions financières. Je vais commencer avec toi, Natacha. Eh bien, tu l'as bien dit, c'est un sujet qui peut être assez complexe. Pour certains, on va parler de standards techniques. Pour d'autres, on pourrait parler de respect des lois ou de réglementation. Mais moi, c'est plus dans une perspective d'expérience client que j'aimerais vous en parler aujourd'hui. Alors, l'open banking, ce que ça vise à faire, c'est à redynamiser le système bancaire, en fait, en redonnant aux clients le pouvoir de leur donner. Je dis aux clients, mais je peux parler des consommateurs et des entreprises. La philosophie de base, comme je disais en ouverture, c'est de faciliter l'accès à l'information financière. Il s'agit de construire, dans le fond, un réseau de confiance où vous pouvez imaginer ça comme une autoroute, si vous voulez, où on pourrait relier les institutions financières et puis les applications FinTech et permettre aux consommateurs de prendre leurs données financières et de les ramener dans ces outils qui apportent une grande valeur et qui fournissent des belles expériences pour gérer leurs finances personnelles. Donc, on peut penser, par exemple, je pense à la génération des Gen Z, par exemple, qui ne vivront pas nécessairement dans l'économie dans laquelle notre génération a évolué, où ils cherchent des solutions pour faire de l'épargne, où ils pourraient bénéficier des applications financières pour faire du round-up, qu'on appelle de la micro-épargne, en arrondissant leurs transactions bancaires. Je pense aussi aux nouveaux arrivants qui arrivent au pays et qui ne sont pas nécessairement bancarisés, qui cherchent des méthodes pour être capables de se bâtir un crédit. Donc, ça veut dire qu'ils vont chercher des solutions alternatives. Ils vont chercher des façons d'utiliser la donnée qu'ils possèdent aujourd'hui pour bâtir leur crédit. Chercher des cartes de crédit prépayées ou du financement alternatif. Puis je pense notamment aussi à tous les entrepreneurs qui veulent utiliser leurs données financières pour faire leur comptabilité. Alors, ce n'est pas une légende. L'open banking existe aujourd'hui. Stéphane en a parlé tout à l'heure en disant qu'il y a déjà des milliers d'informations bancaires qui circulent, mais ça évolue aujourd'hui avec une méthode qui est déficiente, notamment qu'on appelle le screen scraping, qui est une méthode aujourd'hui qui est utilisée pour faire la lecture des données financières à même les expériences digitales, donc vos applications bancaires. Et ça ne donne pas au client le pouvoir de gérer son consentement au partage de données. Donc, dans son état cible, l'open banking va apporter 3 choses. Le droit à la portabilité des données, le partage des données par des voies sécurisées, donc par voie d'API, et ensuite le contrôle et le consentement au partage des données. Merci, Natacha. Julien, toi, ton quotidien, c'est l'open banking. Est-ce que tu aurais des éléments de complément à apporter sur la définition qu'elle a apportée? Puis, pour toi, pourquoi l'open banking, c'est un mouvement important? Allô? Oui. Donc, moi, j'ai une petite histoire par rapport à ça, puis je trouve ça vraiment enrichissant de voir comment le discours a changé depuis les 7 dernières années. Je me rappelle encore quand moi, YG puis Fred, on allait cogner aux banques de Toronto, à la TD, pour leur dire qu'on voulait faire de l'open banking, qu'on avait plusieurs fintech en ce moment qui se connectaient à leur compte de banque par leur expérience digitale. Et dépendamment à qui qu'on parlait, on avait vraiment souvent plus la réponse que c'était un enjeu de réglementation, un enjeu de sécurité, mais pas du tout un enjeu d'ouverture ou d'ouverture de l'économie ou tous les use cases, les beaux use cases que Natacha a parlé, que nous fait partie de notre quotidien. Puis je pense que
effectivement, on est vraiment sur la bonne tangente en ce moment parce que justement, il y a tellement d'adoption. Merci au screen scraping. La façon est parfaite de faire de l'open banking a permis, je pense, d'avoir ces discussions-là aujourd'hui. Mais après ça, c'est toujours une histoire de compromis. Est-ce que les méthodes actuelles ne sont pas parfaites? Les risques sont connus, sont mitigés. C'est sûr qu'on ne ferait pas de l'open banking en ce moment s'il y avait des risques trop importants par rapport à ce qu'on fait. Par contre, de l'autre côté, si on ne le ferait pas, il y a effectivement plein de belles compagnies que je peux nommer, comme Borrowell, qui permet justement aux nouveaux arrivants de créer un crédit par l'entremise de payer leur loyer, qui n'était pas possible avant. Des compagnies, même je connais des use cases qui sont encore plus niches des gens qui sont dans un certain thème religieux, qui ont des besoins de produits financiers spécifiques que les banques traditionnelles aujourd'hui n'offrent pas parce que c'est une offre beaucoup plus généralisée. Donc, ça permet de créer des applications, des expériences nichées pour un secteur ou des parties de la société qui sont particulièrement vulnérables ou en minorité. Donc, il faut, je pense, dans l'équation, amener ces risques-là, de ces injustices que ça l'amène, de ne pas avoir l'open banking au même niveau que les risques de sécurité que l'open banking apporte. Je pense que d'éliminer cette variable-là dans l'équation, c'est une mauvaise façon de voir ça. Donc, à ce moment-là, ça vient justifier des technologies qui ne sont pas nécessairement au point où est-ce qu'on voudrait aller, mais toujours dans une ambition d'amener ça le plus loin possible avec une gouvernance, une sécurité des données, un accès granulaire au consentement éclairé. Fait que je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction, mais je pense aussi que j'ai aucun regret de où est-ce qu'on arrive. Merci. Salim, je t'offre un droit de réplique. Fonctionne. L'histoire de Julien est intéressante, puis en même temps, ce que Natacha disait, c'est spot on. Je pense pas que le terme open banking veut dire grand-chose pour la majorité des gens, mais les gens en font de l'open banking. Donc, c'est souvent une question de sémantique qui est un peu... nous, on en parle, ça fait un peu peur aux grandes banques, ça fait un peu peur à tout ce qui est réglementation. Mais dans la vie de tous les jours, les gens utilisent ça, que ce soit des entrepreneurs pour faire leur comptabilité. Je pense que c'est la voie qui va tracer, c'est le marché qui va parler. Après ça, les méthodes, les techniques, sécurité, c'est des choses qui vont venir. Mais d'un côté consommateur, je veux dire, pas parler pour une institution financière, mais d'un côté consommateur, c'est la voie de l'avenir. Merci, Salim. Vous avez mentionné quelque chose d'intéressant sur la manière dont l'open banking a fait son apparition, a connu sa genèse. Ça remonte à il y a environ une vingtaine d'années. Hein? Puis on parle, tu as mentionné, ça commence avec des méthodes pas nécessairement parfaites et qui se raffinent au fil du temps. Une dimension importante dans la dynamique de l'open banking, on a parlé de flux de données en alternative au screen scraping, on parle de meilleure gestion du consentement, mais il y a aussi la notion d'identification, authentification. Et ça, c'est un autre élément qu'on est en train de voir évoluer de manière intéressante à travers le monde. Et évoluer de manière un peu particulière au Canada, okay? Dû à je vois la carte du Canada, dû à notre réalité politique, la dualité fédérale-provinciale et tout le reste. Donc, c'est un sujet qui avance à de multiples vitesses au Canada. Donc, sujet très, très intéressant. Salim, j'aimerais t'entendre sur l'identité numérique. OK? Et non seulement dans la perspective de l'open banking, mais dans une perspective plus large, parce que oui, l'identification, l'authentification fait partie de la chaîne de valeur open banking, appelons ça comme ça, mais quand on pense à d'autres types de processus tels que l'adhésion numérique, par exemple, on voit des gens, on leur demande de présenter des selfies, puis des photos de pièces plastifiées, puis on a des algorithmes qui comparent les images et tout ça. En tout cas, moi, je fais un parallèle un peu entre ça et le screen scraping. Là. Donc, Salim, j'aimerais ça t'entendre. Ta vue sur l'identité numérique et comment cette notion-là est également bénéfique pour consommateurs et entreprises canadiennes. Ouais,
pense que celle-là est... Plus de batterie. Good. Oui, c'est un dossier qui nécessite de la socialisation. Je dirais, hier, il y avait la présentation sur le livre blanc d'identité numérique où plusieurs organisations québécoises, canadiennes se sont regroupées ensemble pour donner une vision de ce que c'est l'identité numérique, qui porte même des fois à confusion en termes de termes, là. On parle beaucoup plus maintenant d'attestation numérique vérifiable que d'identité numérique. Fait que je vais essayer de le découper en deux, parce que nous, quand on fait nos représentations à l'interne, même à nos grands exécutifs, pour bien leur expliquer, là, on essaie d'expliquer c'est quoi la cible d'identité numérique qu'on voit un peu plus internationalement, même beaucoup en Europe, avec l'identité, le self-sovereign identity, l'identité autosouveraine, et les méthodes de vérification d'identité. Donc, les méthodes de vérification d'identité, c'est des solutions qui existent aujourd'hui où, de façon, comme vous ouvrez un compte, hein, de façon physique, vous présentez vos pièces d'identité, on valide que vous êtes bien la personne, puis on réussit à vous ouvrir un compte. Ces pièces-là donnent beaucoup d'informations sur vous qui mériteraient des fois de ne pas être divulguées pour les fins de la transaction, on va dire ça comme ça. On s'améliore, je veux dire, avec les vérifications numériques de l'identité, où là, tout ce qui est fait de façon physique, on le transforme dans le monde numérique avec, que ce soit ce qu'on appelle, t'expliquer, le scan and selfie, où on prend des photos, des pièces physiques, et là encore, un égo-portrait pour vérifier l'identité, ou on se base sur le KYC des autres institutions financières là, pour apprendre la solution qu'on appelait avant Vérifiez-moi, qui maintenant s'appelle Service de vérification Interact. Donc ça, c'est des solutions de vérification d'identité. L'identité numérique, ou plutôt un écosystème d'identité numérique, moi j'aime ça dire ça que c'est une cible d'identité numérique. C'est un peu une façon, je vais prendre l'exemple du gouvernement. Le gouvernement pourrait émettre une attestation vérifiable, dire « Je suis citoyen du Québec, citoyen canadien », et là, les institutions financières, les organisations pourraient consommer cette attestation-là en utilisant seulement ce qui est nécessaire à être utilisé de façon sécuritaire pour la transaction. Et on remet encore un peu l'individu ou le consommateur au centre de cette transaction-là, où le consommateur vient, avec son consentement éclairé, donner ces éléments nécessaires pour la transaction, mais il peut aussi révoquer ces informations-là. Donc, quand on parle d'attestation vérifiable consommable, c'est un peu l'écosystème d'identité numérique qu'on voudrait atteindre à la cible, beaucoup plus qu'échanger des pièces d'identité pour la fin de la transaction. Hier, pour un exercice personnel, je m'achetais une paire de lunettes, puis là, d'une optométriste à l'autre, ils doivent envoyer les informations personnelles par courriel. Donc, on est rendu dans un... Pas nécessaire à la transaction. Donc, on est rendu dans un monde où beaucoup d'informations, beaucoup d'informations partagées. L'identité est au centre de toutes nos transactions, je veux dire, importantes. Acheter une maison, ouvrir un compte en banque, être diplômé, tous ces éléments où on doit vérifier l'identité de la personne. Dans un monde numérique, il faut qu'on commence un peu plus sécuriser ces éléments-là. Donc, voilà. Et Natacha, toi? Pour moi, l'identité numérique, ou en fait le point en commun, c'est de remettre au consommateur ou à l'entreprise le plein contrôle sur ses données personnelles. L'identité numérique devrait limiter ou en tout cas réduire de disséminer l'information d'identification des gens. Puis par le fait même, réduire ou rendre plus difficile la fraude auprès de ses clients et ces entreprises-là. Puis Julien, toi, qu'est-ce que ça évoque pour toi, le concept d'identité numérique? J'ai un petit sourire en coin parce que, on en parle depuis je ne sais pas combien d'années. Moi, ce que j'entends, je vois tous les bienfaits de ces technologies-là, d'amener ça au point de vue réglementaire, gouvernemental. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? C'est un peu ça aussi, je pense, le rôle d'un disruptor comme Fling, c'est de ne pas attendre justement la version parfaite, gouvernementale. En ce moment, il y a des informations qui se dupliquent en milliers de copies sur tous les gens, les Canadiens en ce moment. Donc, je serais beaucoup plus opté à avoir une solution non parfaite, non réglementée, avec la plus belle standard et structure où est-ce que tout le monde doit s'entendre sur chacun des noms puis des API à gauche, à droite. Je serais beaucoup plus tenté de régler le problème
à petite échelle, avec une solution qui fonctionne, mais qui n'est pas parfaite, en même temps de parler de ces discussions-là. Donc, moi, c'est un peu le grain de sel que j'aimerais apporter. C'est une fois qu'on dit tout ça puis qu'on comprend les bénéfices, on fait quoi? J'ai le goût de rajouter une petite touche, en fait. Pour moi, je pense que l'identité numérique aurait le bénéfice d'aider à élargir la portée de la première phase de l'open banking. Donc, on parle ici de partage de données en lecture seule pour le moment et non pas de fonctionnalité de paiement. Donc, l'identité numérique pourrait nous aider à élargir la portée, mais aussi à élargir la portée à d'autres industries. Pas juste l'industrie financière, mais ça pourrait être l'industrie de la santé, de l'éducation. Je pense à la télécommunication, par exemple. Donc, je pense que l'identité numérique serait un vecteur. On a beaucoup à faire pour protéger la société des cyberattaques. On en a parlé beaucoup au cours des 2 derniers jours. Donc, je pense que l'identité numérique fait partie de la solution. Bon, bien, Natacha, tu viens d'ouvrir la porte à la prochaine question. Donc, quand on préparait le panel, puis on discutait entre nous à savoir quel sujet d'innovation utiliser comme prétexte pour ouvrir la discussion sur la sécurité. Bon, il y avait open banking, identité numérique, on aurait pu parler de paiement en temps réel, on aurait pu parler de crypto-monnaie, de numérisation de monnaie. On a décidé de s'arrêter sur 2 sujets, hein, parce que sinon le panel aurait duré 3 heures. Mais donc, face aux évolutions qui font partie de notre quotidien, okay, et qui commencent à s'insérer dans le quotidien des Canadiens. Open banking, identité numérique, paiement en temps réel, etc., etc. De quelle façon l'industrie financière peut garantir la sécurité des informations clients, les informations personnelles ou les informations dont les Canadiens sont propriétaires dans un écosystème ouvert? Tiens, Julien. Oui, écoute, c'est une question qui a été omniprésente depuis la création de Flinks. On a regardé cette question-là sur tellement d'angles. C'est quoi qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend comme niveau de sécurité, de gouvernance pour la taille d'une entreprise? Je vais parler de Flinks. Flinks, on a incroyablement investi des millions de dollars en sécurité. On est au-dessus des attentes de pas mal tous les standards que vous pouvez connaître, de NIST, SOC et compagnie. Mais quand on parle de la petite FinTech qui a 5 employés, qui a 10 employés, qui veut faire une application de budget pour les étudiants, comment qu'on prend ces gens-là et on les amène au même niveau sans qu'ils dépensent ce même niveau d'argent-là? Je pense que c'est là le défi, je dirais, dans l'écosystème. C'est pas tant les agrégateurs qui ont des millions de dollars en financement et compagnie, c'est les FinTech qui essayent de justement compétitionner à travers des segments financiers qui ont des offres tout à fait légitimes, mais qui doivent avoir ce que j'appelle le concept de pay-to-play. Donc, un certain niveau de responsabilité que tu as en regardant le consentement des gens, les données transactionnelles. Il faut qu'il y ait des infrastructures, des certaines gouvernances à l'interne qui te permettent d'opérer ce genre de données-là. Donc, je pense qu'aussi un joueur comme Flinks ou autre agrégateur ou d'autres joueurs dans l'écosystème vont pouvoir bien se positionner pour essayer de supporter ces compagnies-là qui n'aient pas justement à refaire tous ces processus-là et de rendre ça plus efficace pour ces gens-là. Donc, si j'avais à donner un conseil par rapport à la sécurité dans le contexte d'open banking, c'est d'aller chercher les gens qui sont le plus vulnérables à avoir ce besoin-là, puis de monter vers le haut. Salim? Je pense que tu as mis le doigt sur le bobo en disant c'est pas tout le monde qui a les mêmes standards de sécurité, pour des raisons de capacité, d'investissement et tout ça. Quand on veut créer un écosystème ouvert, il y a une question en anglais de liability qui est au milieu de tous ces questionnements-là. Donc, on est aussi fort que le maillon plus faible. Je crois que c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui ça avance pas plus vite que ça. Parce que nous, je prends l'exemple d'une institution financière, tu es réglementé, chaque chose que tu fais, tu dois donner une reddition aux régulateurs, des éléments d'audit lorsqu'on t'a demandé. Donc, il y a cette réalité-là où quand on touche à des données financières, tu vas me dire, dans la réalité, c'est autre chose, là.
Mais dans un monde régulé, il faut avoir cette préoccupation-là. Comment on est capable, autant pour le consommateur, lui offrir des services qu'il a besoin, mais en le protégeant de la petite fintech du coin de garage, je vais dire ça de même, c'est pas péjoratif, là, mais de la petite fintech qui n'a pas la capacité d'investir des millions de dollars en sécurité. Donc, oui, les agrégateurs comme Flinks ont un rôle important à pousser le marché vers une plus grande ouverture. Mais après ça, les contraintes sont réelles. Ce pas des contraintes de mauvaise volonté, je crois. Souvent, on veut tous la vertu, mais après ça, c'est des contraintes réglementaires qu'il faut pousser le régulateur à changer. C'est un discours plate à entendre, mais la réalité, c'est ça. Oui. Mais c'est super intéressant parce que justement, c'est des discussions qu'on entend souvent ou des réponses qui sont quand même assez communes. Mais je pense qu'aussi, je trouve que dans l'open banking spécifiquement, on a un certain double standard, dans le sens qu'on traite les données financières comme si c'était quelque chose de différent que tes données de cellulaire, SMS ou tes données de Facebook Messenger. Et il y a plein de startups de garage qui utilisent les données Messenger pour se connecter avec Facebook et compagnie, que selon moi, si vous me donnez mon avis, j'ai autant peur des gens qui pourraient lire de mes messages privés que lire mes données financières. Donc, je pense qu'on est tous d'accord qu'on veut que tout le monde ait le bon support pour participer à cet écosystème-là. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de regarder plus loin que ce qui se fait ailleurs pour comprendre aussi ces relations-là. Donc, on n'est pas les premiers que des startups, effectivement, qui n'ont pas les capacités de faire ça, mais qui ont aussi accès à des données sensibles, comme par exemple les données de réseaux sociaux. Fait que je pense que c'est ça. Il y a une espèce de certain double standard dans l'open banking que je trouve intéressant. Merci tout le monde. Donc, dans vos interventions, vous avez mentionné du bout des lèvres la notion de réglementation. Si on regarde l'open banking au Canada, on sait, ça fait maintenant 5 ans que le ministère des Finances planche sur un projet de réglementation. Projet dont l'implémentation n'a même pas encore débuté. Il existe un rapport qui est sur le bureau de la ministre des Finances. On ne sait pas quelles seront les prochaines étapes. Et 5 ans plus tard, toujours pas de cadre au Canada. Au Québec, l'AMF, Salim, je ne sais pas s'il se passe de quoi du côté de l'AMF, mais c'est ça, c'est pas plus avancé que ça. Du côté de l'identité numérique, sensiblement le même scénario. Du côté d'Ottawa, très, très peu de signes de vie sur le sujet. Et du côté provincial, petite lueur d'espoir, du côté du ministère du numérique, il y a des projets qui sont actuellement en cours de développement. Mais bref, on est encore très, très loin d'avoir des cadres réglementaires ou de la législation pour, je dirais, mettre en place des systèmes et puis standardiser la portabilité de données financières et l'identité numérique. Donc, face à tous ces délais, Natacha, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu vois des risques reliés à tous ces délais-là, tant pour l'open banking que pour l'identité numérique? Tu as le mauvais micro, je pense. Allô? Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, je dirais que c'est intéressant parce que les risques se sont déjà concrétisés. On va se le dire, je vous apprends rien, mais la cybercriminalité, c'est probablement la plus grande industrie au monde aujourd'hui. Donc, je dirais que ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, à ce stade-ci, dans notre pays, au Canada, on a quand même le luxe ou la chance d'évoluer dans un écosystème qui est quand même stable et sécuritaire. Donc, on ne peut pas ajouter des commodités au détriment de la confiance. C'est important de bien faire les choses. Donc, je supporte le gouvernement, justement, de soulever toutes les roches et d'évaluer et de s'assurer que lorsqu'on va mettre cette réglementation en place, on est capable de collaborer et d'aller de l'avant. Ceci étant dit, j'ai bon espoir parce qu'on y travaille au quotidien et on l'entend sur le terrain. L'industrie est prête. L'industrie est prête à suivre la réglementation à venir. Donc, on a une belle expertise qui a été développée au cours des dernières années et ce serait important d'en bénéficier.
Puis la dernière chose que je veux dire, c'est qu'on tente de dégager de la valeur à travers l'innovation, puis on est un peu bloqué aujourd'hui. On a parlé de toutes sortes d'innovations, de AI, par exemple, de machine learning, de blockchain et tout ça, mais si on veut dégager de la valeur de cette belle innovation, il faut commencer quelque part. Et je pense que l'open banking est la fondation de ces éléments-là. Donc, il est temps de bouger. Merci, Natacha. Julien, toi, de ton côté, vois-tu des risques là, liés... J'ai oublié de dire quelque chose. Vas-y. Le plus gros risque, c'est rien faire. Merci. Julien, toi, de ton côté, vois-tu des risques là, liés à l'inertie actuelle là, du côté des paliers de gouvernement? Oui, ben effectivement, je pense que j'en ai parlé un peu au début avec les use cases des certains clients que puis je pourrais en parler pendant longtemps, de plein de clients qui font des choses magnifiques en ce moment avec les technologies actuelles. Je suis complètement d'accord avec Natacha. Il faut absolument que la solution qui va être positionnée soit bonne pour plusieurs décennies. Donc, tant qu'à le faire, faisons-le bien. Pour nous, d'ailleurs, le risque d'inertie, on le prend particulièrement à cœur. On a lancé une campagne récemment avec plusieurs de nos clients, vous pouvez les voir sur Internet, qui poussent les gouvernements justement à agir. On est actif dans tous les paliers politiques pas possibles chez Flinks depuis plusieurs années. On est en association avec des compagnies comme F-Data et d'autres associations qui ont fait le même travail de régulation dans d'autres pays. Donc, l'inertie, effectivement, est coûteuse. On est chanceux, on a quand même des solutions qui réussissent à tenir les bouts pour l'instant, parce qu'effectivement, si on n'avait pas ce genre de technologie-là en ce moment au Canada, je ne sais pas quel genre de retard qu'on aurait pris comparé aux autres pays. Donc, je pense que tout le monde est un peu maintenant. Je trouve que les signaux, ce que j'entends, c'est que les gens sont un peu sont rendus au même stade d'alerte en termes d'inertie. Puis ça me satisfait. J'aimerais qu'on aille plus vite, par contre. Et Salim, vous, le mouvement Desjardins, l'a tombé sous une juridiction différente que celle de la Banque nationale, quelle est ta position sur l'état des lieux au niveau du gouvernement provincial? Bien, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais je comprends certains positionnements. Je vais dire ça comme ça. Notamment, par exemple, ce qui est de l'identité numérique, il y a une question politique autour où le gouvernement du Québec, notamment, ou le gouvernement de l'Ontario, quand il parle d'identité numérique, ça sonne une cloche chez certaines franges de la population qui veulent eux-mêmes contrôler leurs données financières, leurs données personnelles, ce qui est tout à fait normal. Donc, il y a une portion de socialisation, je crois qu'aujourd'hui est mal faite, je vais dire ça de même, par rapport à l'identité numérique ou ce que le commun des mortels peut penser par rapport à ça. Pour ce qui est de l'open banking, mais là, c'est une autre question. Je crois qu'au Québec, la loi 25 donne un bon coup, un premier bon coup. Tu as dit tantôt, pas parfait, mais pertinent. Je pense que ça peut aller faire bouger les choses, mais après ça, est encore un peu flou, la loi 25 pour la portabilité, dans le sens où comment une petite, je dis n'importe quoi, une petite entreprise qui n'a pas des reins solides va faire en sorte de manière en mauvais français, scaler pour donner les données financières de toutes, ou les données personnelles, données de transaction plutôt, à ses clients de façon numérique. Donc, il y a des éléments où les concepts ne touchent pas à la réalité, là. Mais oui, je pense que le plus haut, le dit, si on ne fait rien, cette inertie-là va juste augmenter dans le temps. C'est-à-dire, les questions politiques vont être plus difficiles à régler, les questions personnelles et techniques vont même être plus difficiles à mettre en place, mais à bien vulgariser à la population. Donc, il y a cette portion-là que je peux comprendre. Après, nous, on se colle à ce que nos clients, nos membres veulent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent les services, pour ne pas les nommer, mais des QuickBooks, des Intuit, pour faire leur comptabilité parce qu'ils voient la valeur. Donc, s'ils voient la valeur, c'est parce qu'il y a quelque chose de pertinent là. Puis, il ne faut pas, nous, en tant qu'organisation, parce qu'on a des contraintes, laisser les choses aller. Au contraire, avec la mixité qui est de plus en plus grande, si je regarde la Banque nationale, puis vous offrez quelque chose, puis nous, on ne l'offre pas, il y a une réalité, je vais dire, marchande là qu'il faut attaquer. Donc, le marché va pousser peut-être plus vite que la réglementation, puis peut-être qu'il y aura un open banking avant même que la réglementation arrive. Mm-hmm.
Oui, oui. Et j'aimerais peut-être ajouter, pour ma part, un risque additionnel qui est en train de se matérialiser rapidement. Il y a à peine 2 semaines, le CFPB, donc le Consumer Financial Protection Bureau aux États-Unis, ont publié donc une première ébauche de réglementation visant à encadrer l'open banking. Et c'est un document très détaillé d'environ 300 pages et qui va adresser des notions de portée du système, standards technologiques, normes de sécurité, tout le reste. Et donc, si le Canada et les États-Unis, le Canada et le Québec ne se mettent pas au travail rapidement, ce qui risque d'arriver, c'est que des décisions vont se prendre aux États-Unis. Des joueurs dans l'écosystème américain qui ont tous pas mal pignon sur rue au Canada vont se conformer à un système américain d'open banking et ça va devenir très difficile pour le Canada ensuite là, de, je dirais, là, adopter des positions ou adopter des normes qui sont différentes de ce qui se passe du côté américain. Là. Donc, je voulais mettre mon petit grain de sel là-dessus. Là. C'est un développement majeur là, qui s'est fait au niveau de l'open banking. Donc, tout ceci étant dit, on va y aller avec le dernier sujet de discussion. Alors, là, on a parlé de deux sujets innovants qui nous frappent aujourd'hui. Si on avait à sortir notre boule de cristal, quelles seraient les tendances futures que vous prévoyez, que vous voyez faire leur apparition dans le secteur financier et qui pourrait venir fusionner ou interopérer avec l'open banking, l'identité numérique. Autre sujet, on a mentionné AI, on a mentionné paiement en temps réel, CBDC, etc. Salim, on va commencer avec toi. Je ne veux pas trop parler d'AI parce que c'est le mot à la mode. C'est sûr qu'il va en avoir dans le monde financier. Open banking, open finance, open data, moi je crois beaucoup aux différentes industries se réunissant pour avoir de l'ouverture de données. Donc, une première porte, oui, la loi 25, c'est une première, on va en mauvais français, enforcer ou plutôt forcer les organisations au moins à s'ouvrir un peu plus. Ce que ça va permettre, est-ce que ça va permettre une meilleure partage des données ou une plus grande dissémination des données de mauvaise façon? Ça, pour l'instant, je ne sais pas. Mais oui, le paiement en temps réel, qui est un peu plus, je veux dire, back-end pour les institutions financières que pour le client. Aujourd'hui, tout le monde est capable de faire un virement Interac en instantané. Le paiement en temps réel, ça va être peut-être un peu plus... ça va coupler des technologies ensemble là, avec Open Banking puis peut-être l'identité numérique. Donc, une plus grande ouverture, ça c'est sûr et certain. Mais de quelle façon? Bonne question. Bonne ou pas bonne? Je ne peux pas dire. Julien, toi, ta boule de cristal, qu'est-ce qu'elle te dit? Oui. Pour répondre à cette question-là, moi, je vais aller plus loin que le Canada. Je pense qu'en ce moment, ce qu'on voit se passer, c'est le phénomène où est-ce que toutes les compagnies deviennent des banques ou des fintech en soi. On regarde Apple qui, en moins de 48 heures, a eu environ 3 millions de dépôts aux États-Unis juste en ouvrant leur application. On regarde Tim Hortons qui ne va pas chez Tim Hortons au Canada, pratiquement tout le monde. Donc, potentiellement, ils ont le reach d'avoir plus de membres ou de clients dans leur compte de banque de dépôt pratiquement très rapidement. Et on connaît maintenant des monnaies qui n'ont pas de frontières, comme la crypto-monnaie et compagnie. Donc, cette convergence-là de ces changements-là, pour moi, ce que ça me prédit, c'est que le monde bancaire, au-delà de l'open banking et compagnie, va complètement changer en termes de qui va avoir je dirais le point fort, dans le fond, c'est d'avoir les clients, les membres, les dépôts pour faire rouler cette économie-là. Donc, je n'ai pas de boule de cristal de comment ça va terminer tout ça. Seule chose qui est, il va y avoir des gens qui vont pouvoir en profiter, des gens qui vont en souffrir, clairement. Et nous, chez Flinks, particulièrement, on veut se positionner par rapport à justement équiper toutes ces nouvelles compagnies-là qui vont se positionner soit en paiement, soit en besoin. Puis pour faire tout ça, tu as besoin de tout ce que je viens de dire, donc les données, les méthodes de paiement instantanées. Et je pense que là, la régulation va jouer un rôle important pour justement pas non plus créer des risques systémiques par rapport à tous ces changements-là. Mais clairement qu'en ouvrant toutes ces
je dirais, ces portes qui étaient closes là, autant à des joueurs nationaux canadiens qu'à des joueurs internationaux. Ça va apporter beaucoup de nouvelles relations qu'on n'a jamais vues auparavant, qui vont être très intéressantes à observer. Peut-être je peux te donner un exemple concret là, par rapport à l'open banking, nous, ce qu'on voit beaucoup. Aujourd'hui, quand on octroie du crédit dans des institutions financières, c'est souvent très régulé selon des modèles de risque qui sont faits pour gérer le risque. Avec l'open banking, nous, ce qu'on anticipe, c'est que les clientèles un peu plus marginalisées ou qui n'ont pas nécessairement un revenu constant, on serait capable d'aplanir leur revenu sur une année, disons-le comme ça, et rentrer ça dans des modèles de risque qui seront plus traditionnels. Donc, il y a une réalité aussi, comment on est capable de prendre la technologie ou l'ouverture des données, mais pas juste voir ça sur un carcan financier très, très carré. Donc, il y a ces éléments-là, je pense, qu'on ne voit pas aujourd'hui ou qu'on voyait moins avec nos anciens modèles qui vont venir se raffermir puis ouvrir une plus grande inclusion. Tu parlais tantôt des clientèles qui sont un peu plus... qui y a certaines injustices à travers le temps. Donc, j'espère que ça va aller vers là. Merci, Salim. Et Natacha, à toi le mot de la fin. Dans ma boule de cristal, je vois un peu la même chose que Julien, dans le sens où je vois une économie qui va être stimulée par plein de nouveaux joueurs et des joueurs qui sont déjà sur le marché, mais qui vont prendre de plus en plus de place. Donc, je vais changer la boule de cristal pour le génie dans la bouteille et je vais faire un souhait pour 2024. Donc, ce que j'aimerais continuer de voir, en fait, c'est la collaboration de l'industrie financière, donc les fintechs et les institutions, toute la réglementation canadienne déjà existante, à faire front commun pour donner de la pression au gouvernement. On veut collaborer avec le gouvernement, on veut qu'ils sachent qu'on est là et qu'on veut travailler avec eux pour la mise en place de cette nouvel écosystème au bien des consommateurs et des entreprises canadiennes. Merci, Natacha. Alors, c'est ce qui conclut cette discussion. Alors, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante, enrichissante. Donc, Salim Daman, Julien Cousineau, Natacha Boudria, un grand merci. Merci, Stéphane.